Bonjour à toutes et à tous, vous vous apprêtez à regarder la rediffusion d'une émission qui a été diffusée en direct sur la chaîne Twitch de Mediapart. La prochaine fois, si vous voulez participer, il suffit de vous connecter le lundi à partir de 18h pour poser toutes vos questions à une ou un collègue qui participe à la fabrication du journal au quotidien. En attendant, bon visionnage. Abonnez-vous. Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Abonnez-vous, l'émission Twitch de Mediapart qui vous montre les coulisses du journal. Ce soir, je reçois Pierre Géquiezalc. Salut Pierre. Salut. Ce soir, Pierre, on va parler de ton enquête sur Sophie la girafe, qui est vraiment mythique, un jouet en caoutchouc, je pense que chaque personne en France a reçu à sa naissance. Et ce jouet, on est tous persuadés et toutes persuadées depuis des années qu'il est fabriqué en France. C'est un jouet en caoutchouc naturel vendu par l'entreprise Vully. Et en fait, tu as découvert qu'il était massivement produit en Chine. C'est une information qui a été cachée aux consommateurs. Et quand tu l'as sorti, qui a fait grand bruit peut-être sur les réseaux sociaux, vous avez vu passer un déferlement de reprises de l'enquête de Pierre et aussi des interviews. Donc ce soir, tu vas un peu nous expliquer comment tu as travaillé sur ce sujet. Ouais. Et répondre aux questions du chat quand tu as les réponses, bien sûr. Je te laisse d'abord te présenter parce que c'est ton premier passage. Abonnez-vous. En fait, tu fais partie de l'équipe de Mediapart depuis le 1er avril, je crois que tu as envoyé. 31 mars, 31 exactement. mars, Ouais. et c'était pas une blague. Donc, si tu veux un peu présenter ton parcours. Du coup, je m'appelle Pierre Géquiezalc. Je suis à Mediapart depuis le 31 mars. J'étais journaliste à Politis avant et à Basta. Donc, toujours dans la presse indépendante. Je traite les sujets économiques et sociaux. Et à Mediapart, en particulier les sujets sociaux. Donc, c'est-à-dire tout ce qui a cours aux conditions de travail, au social, aux mouvements sociaux, à la vie syndicale, aux organisations syndicales et patronales. Et voilà, ça fait déjà pas mal. Oui, en effet. Écoute, moi qui pensais que c'était un jouet qui était international, Terence, qui est en Belgique, me dit qu'il ne connaissait pas ce jouet. Donc, Pourtant, alors oui, c'était en Belgique sans doute, mais en France, on dit qu'il y a un bébé pour une girafe. Donc c'est-à-dire que il y a autant de Sophie vendues que de naissances en France chaque année. Est-ce que tu veux nous faire une remise en contexte? Alors, je vous ai mis le lien vers le profil de Pierre si vous avez envie de suivre toute son activité au sein de la rédaction de Mediapart. Et j'ai pas de photo encore, mais je vais en mettre une. Mais il va en avoir une très, très prochainement. Et je vous envoie également les liens vers l'enquête. Est-ce que tu veux nous faire brièvement brosser en quelques lignes donc, ce que tu as pu découvrir? Parce qu'après, on va suivre un déroulé comme vous avez l'habitude de répondre aux questions du chat. Comment ça s'est fait? Ou juste expliquer les ressorts de... Les ressorts de l'enquête, c'est vraiment l'idée que c'est un produit phare, symbole du Made in France, en fait, qui est vendu comme Made in France. Et qui est même rentré au musée Grévin. C'est-à-dire que si vous allez au musée Grévin aujourd'hui, il y a toutes sortes de célébrités en cire et il y a Sophie la girafe. Est-ce qu'elle est à taille humaine ou elle est à taille humaine, ouais. C'est un peu flippant. Elle est très grande et ils ont même, pour une fois, je sais pas exactement quel matériau qu'ils ont utilisé, mais ils n'ont pas utilisé de la cire pour essayer d'être le plus proche de à quoi elle ressemble en vrai. Et en fait, on a découvert que tout l'aspect Made in France de Sophie la girafe était juste une vaste supercherie depuis de nombreuses années. Et que Sophie était produite en Chine, à la chaîne, dans des entrepôts chinois où les conditions de travail sont pour le moins médiocres, ou en tout cas largement en deçà des standards français. Et ce qui n'a pas empêché, pour le coup, Sophie la girafe d'être vendue à des prix élevés depuis malgré tout, et aussi qu'elle soit vendue en tant que produit Made in France. C'est-à-dire qu'on a retrouvé plusieurs boîtes avec marqué Made in France, alors que en ayant le nom du lot de Sophie, on pouvait être assuré qu'elle était pourtant produite en Chine. Je vous partage l'enquête de coup sur l'écran. Ça coûte combien une Sophie la girafe? Alors en France, ça coûte environ, alors ça dépend exactement la gamme, mais entre 16 et 20 euros. D'accord. Ah, Marianne, je vais poser ta question immédiatement. Je vois que tu dois partir. Je remonte pour lire. Donc, tu as posté pour voir pour que les gens du chat situent d'où tu parles. Merci pour ce sujet. J'habite à côté de Rumilly. J'étais si fière de l'offrir à ma nièce.
J'ai peur de devoir à suivre l'émission en replay, pardon. J'ai tellement lu et relu l'article que je n'ai plus de questions sauf une. Ça nous faisait aussi les dents quand on était bébé. C'est quoi le risque d'avoir mordi la dent pour un bébé Est-ce qu'elle est toujours en caoutchouc naturel? D'ailleurs, ça compliquait peut-être ta question. Alors, c'est une question à laquelle j'ai pas forcément l'entièreté de la réponse, dans le sens où, a priori, c'est toujours fait en caoutchouc naturel. En tout cas, je n'ai aucun document qui prouve le contraire. Après, c'est vrai que il y a des documents qui s'inquiètent un peu de la manière dont c'est produit en Chine, étant donné que c'est produit dans des conditions qui sont bien moindres, avec des standards bien moins qu'en France. Mais malgré tout, il y avait quand même des contrôles d'hygiène de personnes qui travaillaient encore à Rumi, qui allaient en Chine pour vérifier ça. Donc, à ce stade, je peux pas du tout affirmer que la production en Chine ait changé la qualité du produit et la qualité de la matière première, qui de toute manière, elle n'a jamais été française, elle n'a jamais été vendue comme telle en l'occurrence. Est-ce que tu as été surpris de l'ampleur des reprises de ton article? Pourquoi ça a touché autant les gens, cette révélation? C'est vrai que même quand on l'a fait, on en discutait un peu avec mes collègues de savoir comment ça allait être repris, et on s'attendait quand même à ce que ça soit repris, parce que forcément c'est un symbole français, c'est-à-dire que c'est un des rares trucs dont on parle à peu près à n'importe qui, on voit de quoi on parle. Après, que ça soit autant repris d'une certaine manière, pas forcément, et ça a été repris un peu tardivement d'ailleurs, c'est-à-dire que le papier sort le dimanche et c'est repris plutôt le lundi, voire le mardi. Mais malgré tout, on s'y attendait un peu. Peut-être pas autant que ça, mais oui, le fait que tout le monde connaisse ce produit, que même au sein de Mediapart, pour raconter un peu les coulisses de l'enquête, j'ai demandé à tous mes collègues de ramener leur Sophie pour voir depuis quand Sophie était produite en Chine. Je confirme, il y a eu un mail envoyé à toute l'équipe qui pouvait être bizarre pour les gens qui n'étaient pas au courant. C'est ça, qui pouvait être peut-être un peu bizarre, mais qui a marché, étant donné qu'on m'a ramené plusieurs Sophies, et ce qui a pu montrer que voilà, en France, on pouvait acheter des Sophies qui avaient été produites en Chine dès 2017, par exemple. Alors finalement, on a réussi à remonter jusqu'au moins en 2013, mais à Mediapart, la plus vieille que j'ai trouvée date de 2017. Et donc voilà, donc on voyait bien que c'est un sujet qui parle à tout le monde, quoi. C'est-à-dire que tout le monde connaît, et donc forcément les grands médias, les médias mainstream, les JT notamment, on a fait beaucoup de JT. Les JT, c'est des sujets qui parlent parce que tout le monde est concerné, donc voilà. D'ailleurs, Terence, du coup, tu nous as dit que tu n'avais pas de Sophie la girafe en Belgique, mais si dans le chat, il y en a qui ont encore la leur. Moi, elle doit être dans un carton, mais c'est certain aussi que j'en ai une quand j'étais bébé. Vous pouvez vérifier. Vu mon âge, j'avais aucun doute. Mais si vous êtes plus jeune ou si vous en avez offert à des enfants dans votre famille ou de vos amis, vous pouvez vérifier si votre girafe a été produite en Chine ou en France. Et pour ça, il y a un numéro. Il y a un numéro. Et ça, voilà, on ne le sait pas forcément. Elle est sur la girafe. Sur la petite patte, en fait. C'est-à-dire que la girafe a 4 pattes, et à l'intérieur d'une des pattes, il y a un numéro qui est gravé de 6 chiffres. Et ce qui est important, c'est les 2 premiers chiffres. Les 2 premiers chiffres, c'est le lieu de fabrication de Sophie, en fait. Et si le numéro est 32 ou 33, ça veut dire que votre Sophie a été produite en Chine. C'est le numéro 30 qui est associé à la France. Donc, voilà. Et pour être honnête, la dernière française que j'ai retrouvée, parmi toutes celles que j'ai cherchées, date de 2013. Donc, dites-nous dans le chat si vous avez des Sophies, et si jamais vos Sophies sont françaises ou chinoises. Il y a un commentaire de Aran l'Argent par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le caoutchouc naturel, qui explique naturel ne pas dire que c'est mieux ou moins bon qu'artificiel. L'acidu, c'est naturel. C'est vrai. Mais là, c'est l'idée de... Est-ce qu'il y a eu dans la recette du caoutchouc peut-être des additifs ou... Je sais pas. En l'occurrence, là, c'est fait en caoutchouc d'EVA, et en gros, tout le marketing de Vully est de dire que c'est un jouet qui éveille les 5 sens, et donc le sens de l'odorat. Et elle sent l'EVA, du coup. Elle sent du coup cette odeur un peu particulière du caoutchouc fait d'EVA, qui est... En vrai, c'est pas une odeur qu'on a l'habitude, mais si t'as une Sophie, dès que tu mets la Sophie au nez, ça fait très souvenir d'enfance, quoi. C'est marrant, je m'en souviens pas. Il y a Lully 37 non plus qui a pas eu sa girafe. Aïe. Peut-être qu'il s'en souvient plus, parce que c'est à partir de... Enfin, dès la naissance, donc oui. Dans les 6 premiers mois, en général, on se souvient pas des jouets qu'on avait en main. Ok, donc c'est bon à savoir si elles sont toujours l'EVA, c'est qu'a priori c'est du caoutchouc naturel.
That's Life Cocotte se demande est-ce qu'il y avait eu des reportages à une époque qui mettaient en évidence que de la moisissure s'est développée dans la Sophie. Est-ce que c'est toujours d'actualité à l'achat? J'en ai pas entendu parler. C'est une vraie question. C'est une question qui s'est posée notamment avec pour le coup, c'est un des producteurs chinois qui a eu cette problématique à cause de problèmes d'humidité dans un des locaux. J'ai plus la date exacte, mais dans les documents qu'on a obtenus, il y avait cette problématique, et justement c'est notamment pour ça qu'il y a eu toute une équipe de Rumi. Enfin, du coup, Rumi, c'est là où il y avait le siège de Vully qui allait à un moment en Chine pour régler cette question. A priori, elle a été réglée. Après, j'avoue que j'ai pas particulièrement cherché à creuser cette question-là, étant donné que moi, ce qui m'importait, c'était à la fois la production où était produite Sophie et les conditions de travail au sein de Vully. Donc, j'ai pas particulièrement creusé cette question-là, mais c'est vrai que même du coup, quand l'enquête est sortie, moi, j'ai reçu des photos sur mes réseaux sociaux ou même par mail de gens qui me disaient, du coup, qui avaient ouvert leur Sophie et qui disaient, regardez, elle est pleine de moisissures, etc. Donc, je sais que c'est un sujet qui a fait parler, qui à un moment a été un problème. Aujourd'hui, honnêtement, ça serait dur de savoir où ça en est. Donc la promesse quand tu achètes une Sophie, c'est qu'elle est fabriquée en France. Est-ce que tu peux faire plus dans une usine avec une petite chaîne de production Bah c'est ça, en fait, mais parce que Sophie a été produite en France et il faut pas l'enlever. Elle a été inventée aussi en France. Elle a été inventée en France en 1961 exactement, à Paris. Et ensuite, elle a été rachetée par le groupe Vully, du coup, qui fait partie du groupe Alain Thirion. Donc, Alain Thirion, c'est le PDG désormais de Vully. Et du coup, Sophie, à partir du début des années 2000, on a compris, l'entreprise a compris que ça marchait bien, quoi, que sa petite bouillie, ses joues roses, ça cartonnait. Et du coup, ils ont voulu le vendre à l'export de manière très forte, et du coup il fallait produire beaucoup plus, et que la ligne de production à Rumi, du coup c'est dans les Alpes, elle était malgré tout très petite et elle permettait pas du tout de suivre la cadence pour s'exporter à hauteur de centaines de milliers, même de millions d'exemplaires par an. Et donc c'est à ce moment-là en fait que la production a été délocalisée sans que d'une quelconque manière ça soit indiqué aux consommateurs, et même à l'inverse, c'est-à-dire que même encore en 2026, 2-3 jours avant la publication de mon article, sur Amazon, sur la Grande Récré, la mention Made in France était toujours présente. Donc ça veut dire que ça a été fait de manière délibérée, et on a publié d'ailleurs une seconde enquête après la justification du PDG pour montrer que cette Sophie la girafe, pas que cette Sophie la girafe, je lisais le truc, que cette stratégie, c'était une stratégie qui était totalement délibérée et que c'était pas juste une erreur malencontreuse. Comment commence l'enquête? Parce que donc, pour toutes les personnes qui ont acheté une Sophie, a priori c'est fait en France, donc tu as un soupçon, quelqu'un te contacte Alors je sais pas si t'as déjà dû en parler, et les c'est le moment d'en reparler, je l'ai mis les collègues, sur les sources, comment ça les se passe pour collègues les qui sont protéger. passés ici ont déjà dû en parler, mais à Mediapart, on a la chance de recevoir beaucoup d'alertes de plein de citoyens et plein de citoyennes qui ont envie de dénoncer des choses dont ils sont au courant. Et on a des personnes qui sont rémunérées et payées pour trier ces alertes et nous alerter, nous les journalistes qui traitons ces sujets-là. Et en l'occurrence, l'enquête est partie de là. C'est-à-dire qu'on a une source interne à Vully qui nous a écrit pour dénoncer à la base les conditions de travail au sein de Vully, mais aussi cette production, ce mensonge sur la production. Et donc, à la base, c'est cette personne-là qui nous contacte. Après, évidemment, une fois qu'on a ça, on a tout et on n'a rien. C'est-à-dire qu'on a l'info, mais ça reste une rumeur à ce stade, elle n'est pas vérifiée, on n'a pas de preuves. Et du coup, il y a eu tout un travail de vérification, d'obtention de preuves. Et là, du coup, on a contacté des dizaines de personnes, en l'occurrence, pour réussir à avoir les documents qu'on a réussi à publier, les témoignages qui ont permis de corroborer tout ça, et voilà. Je salue Os Politique qui est dans le chat et qui nous dit entre Tefal et Sophie la girafe, quid du Rumi bashing? Parce que donc le scandale PFAS, polluant éternel, ça se passe aussi à Rumilly. Qu'est-ce qui se passe dans les Alpes? Tout à fait, à Rumilly, oui. Je n'ai rien contre Rumilly, je suis désolé Host, mais c'est comme ça, c'est aussi, c'est des vallées industrielles, et en l'occurrence, le monde industriel est fait quand même souvent de malversations et de controverses, et en l'occurrence, évidemment, Tefal sur
On peut parler d'Epiphase, mais on peut aussi parler de la manière dont ils gèrent les syndicats. Je ne sais pas si vous avez vu, pas plus tard que hier, Sophie Binet a annoncé qu'elle était mise en examen du fait d'une plainte pour diffamation par Tefal. Donc voilà, c'est des entreprises, mais bon, je pense que moi je n'ai rien contre Umi, en tout cas, je tiens juste à dire ça. Superphoenix, heureusement qu'il reste des Choc-Capic à Rumilly. Est-ce que c'est dans la vallée du plastique, nous dit Thomas 80? Je sais pas. Je ne connaissais pas cette appellation. Moi non plus, honnêtement, je ne sais pas. Non, ça c'est l'un. Ok, merci Host pour la précision. Donc on a une vallée du plastique aussi, c'est sympa. Cette enquête, elle te prend combien de temps Figure-toi qu'elle commence le premier jour de mon arrivée. Ah oui, et bienvenue. Elle commence le premier jour et du coup, elle est publiée quand? Je sais plus la date exacte. C'était le 3 mai, non Oui, c'est début mai. Oui, c'est ça, c'est juste après le 1er mai. Tout à fait, parce que j'étais en reportage le vendredi, elle sort le dimanche. C'est ça, 3 mai. Donc elle me prend, un petit mois. On va dire ça, un petit mois. Elle était bouclée en fait quelques jours avant et on a décidé de la sortir le dimanche, qui était un long week-end justement parce qu'on savait que le dimanche, souvent les rédactions sont un peu en berne, surtout les week-ends de pont, et du coup pour que ça impacte l'actualité, et la stratégie a plutôt fonctionné en l'occurrence. Ouais, si vous cherchez des infos sur la vallée du plastique, c'est Oyonnax. Merci Host. Et là, ça nous dit que, fun fact, Sophie a été inventée en France sur le modèle d'un renard ou d'un blaireau. Il y avait un petit problème, ils allaient pas au zoo, les gens. N'hésite pas à compléter sur tes sources sur cette info qui interpelle. Il y a une question, je remonte un peu de Terence. Donc, l'histoire qui est vendue, c'est que tout est toujours fait à Rumilly. Mais tu découvres qu'en fait, la production est sous-traitée en Chine. Et Terence demande pour parvenir à faire rentrer les jouets en Europe, parce que c'est qu'il y a quand même un sacré trajet. La nature des produits était-elle masquée auprès des autorités comme les douanes ou quoi? Ou c'était écrit Sophie la girafe, Made in France? C'est une vraie question. Ce que je peux dire, c'est qu'en fait, c'était importé en France, non pas comme une matière terminée, mais comme entre guillemets, ce qu'on appelle un produit intermédiaire. C'est-à-dire qu'en fait, les Sophie étaient mises en vrac dans des cartons, et sur les cartons, il y avait marqué ébauche SLG, donc en mode ébauche Sophie la girafe. En revanche, et du coup, en gros, ce que faisait, c'est-à-dire que les Sophie arrivaient en France dans ces grands cartons, et elles étaient ensuite empaquetées à Rumilly. Et donc, l'entreprise se justifiait de vendre le Made in France parce qu'ils empaquetaient les Sophie à Rumilly. Mais pour le coup, en fait, pour mettre l'appellation, je vais essayer d'être précis, c'est un peu compliqué, mais pour mettre l'appellation Made in France sur un produit, il faut que celui-ci ait été totalement produit en France, ou alors qu'il ait subi une transformation substantielle. C'est ça les mots de la loi. Une dernière transformation substantielle sur le territoire français. Et donc, en gros, Vully importait ce qu'ils appelaient un produit intermédiaire et disait que le fait d'empaqueter la Sophie était une transformation substantielle. Mais en l'occurrence, ce qu'on a montré, nous aussi, par des photos, c'est que les Sophie qui étaient empaquetées étaient intégralement terminées, c'est-à-dire que elles avaient déjà leur tache de peinture, les petites joues roses, elles avaient déjà le sifflet pour faire le fameux pouic-pouic. Et donc, la transformation substantielle, si c'est de la mettre dans un carton, elle paraît difficilement soutenable. Pardon pour les gens que j'ai offensés sur la vallée du plastique dans l'Ain. C'était donc Oyonnax. On ne prononce pas le X, on ne m'y reprendra plus. Lui demande en quelle année a eu lieu la délocalisation. Tu en as un petit peu parlé dans l'introduction, donc ce moment où il y a une vague d'export à l'international. Alors en fait, c'est ça qui a été très compliqué dans l'enquête, et c'est pour ça, je pense d'ailleurs, que j'ai pris autant de temps, ça a été de dater cette délocalisation. C'est-à-dire que à partir de 2023, on peut dire, et d'ailleurs le PDG l'a reconnu, c'est qu'il n'y a plus aucune Sophie produite en France, c'est-à-dire 0. Il y a quand même eu pendant longtemps une part résiduelle de Sophie qui a été produite en France, et cette part est devenue de plus en plus résiduelle avec le temps. Qu'on m'a raconté, mais pour le coup je n'ai pas de document qui le prouve, et c'est pour ça que dans le premier article je ne l'écris pas, mais ça m'a été corroboré ensuite, c'est que le premier conteneur arrive au tout début du siècle, 2001 en gros, avec les Sophie produites en Chine. À partir des années 2010, avec le fait que Sophie prenne de plus en plus d'envergure, c'est à partir de 2013 qu'on peut dire, c'est que une très grande majorité des Sophie
bonne majorité des Sophie sont produites en Chine et qu'à partir de la fin des années 2010, la part qui est produite en France est quasiment inexistante, voire totalement inexistante. C'est-à-dire que moi, par exemple, la centaine, pour raconter un peu les coulisses des infos, mais je suis allé sur le Bon Coin et j'ai cherché toutes les Sophie de la girafe qui étaient en vente. Donc, il y avait des Sophie d'occasion, les gens, ils les revendaient. C'est ça. Et du coup, tous les gens qui revendaient leurs Sophie d'occasion, je leur ai demandé de m'envoyer leur numéro de lot pour savoir si, en fait, sur le numéro de lot, il y a à la fois l'endroit où c'est fabriqué, mais il y a aussi la date. Et donc, quand je vous disais la dernière que j'ai retrouvée qui était fabriquée en France, c'est 2013. C'est-à-dire que sur la grosse centaine de Sophie de toute la France, de tout le Bon Coin, c'était des Sophie qui étaient produites en Chine en 2016, en 2017, en 2019. Et voilà, enfin, pour ceux qui ont bien voulu me répondre. Peut-être que oui, il y a eu des captures d'écran de tes messages qui ont circulé sur des pages. J'ai eu quand même des réponses un peu bizarres. Type, parce que du coup, je présentais le fait que j'étais journaliste, je disais que j'étais journaliste à Mediapart, etc. Et il y en a qui me disaient, si vous n'achetez pas le produit, je ne vous envoie pas le numéro. Tant pis. Oui, ils se sont dit, comme dans les films, donne-moi un billet pour l'information. Mais bon. Alors, tu as des messages, j'ai eu des merci, bravo pour ton enquête, mais il y a aussi eu un message comme quoi tu fais bien le pouic-pouic. Voilà. Politique nous dit de vrai savoyard, parce que, étant à moitié suisse, a le droit de le dire. Je remonte. Est-ce qu'il y a eu un gros budget? Tu les as pas achetés, les. Ah non, je les ai pas achetés. Non, pas du tout. Bah, justement, quand même. L'immense majorité des gens qui m'ont répondu ont été gentils et m'ont envoyé le numéro de lot en me souhaitant bon courage pour l'enquête. Voilà, il y en a un ou deux qui ont essayé ils ont tenté le truc. Voilà, c'est ça. Non, le seul budget que j'ai eu, c'est que j'ai quand même acheté une Sophie neuve au Carrefour en bas de chez moi. Ce qui est d'ailleurs assez fou pour montrer l'importance qu'a cette Sophie. C'est-à-dire qu'en bas de chez moi, il y a un petit Carrefour, mais vraiment tout petit Carrefour Market. Et ils vendent des Sophies. Et le seul jouet qu'il y a, c'est Sophie la girafe. Politique demande si tu as fait des notes de frais pour 54 girafes à mettre. Malversation. Non, même celle que j'ai achetée du coup pour répondre à Sage Camille, que j'ai acheté, je crois, 15,90 € ou 16 €. J'ai pas fait de note de frais, j'avoue. Il y a une différence sur les prix donc de Sophie la girafe en France et dans les autres pays. Oui, à l'international, c'est plus cher, notamment aux États-Unis. Alors en fait, maintenant, je sais même pas si elle est encore vendue aux États-Unis parce que les distributeurs s'en sont rendus compte de cette. Il y a un peu moins d'un an ou un peu plus d'un an, ça j'ai du mal à le dater. Mais pour le coup, je sais pas si elle est encore vendue aux États-Unis actuellement, mais oui, c'était plus de 20 $ à l'époque. Ah oui, il y a une sacrée. Et donc les gens aux États-Unis achètent ça en disant c'est le Made in France, traduction française. Ce qui a énormément fait buzzer Sophie, c'est des photos de Sophie. Je sais pas si on peut voir avec Julia Roberts ou des trucs comme ça. Alors on peut chercher Sophie la girafe et Julia Roberts. C'est dans quel contexte ils ont posé ensemble? Je sais plus, mais en gros, il y a eu plusieurs actrices hollywoodiennes très connues qui ont mis en avant leurs enfants avec Sophie. Et ça. Alors. Je ne sais pas si on le trouve, mais malheureusement. Je suis très triste. Je voulais cette photo. Je la mets dans le chat. N'hésitez pas à me tutoyer, à me chuchoter le lien. Est-ce qu'on peut mettre une bonnette à Sophie? Je pense que oui, parce qu'on a des bonnettes de toute taille pour le festival. Salut, bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. Je remonte un peu les questions. Thomas 80 demande quel impact social sur la ligne de fabrication des girafes, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle de la délocalisation. Donc, tu disais qu'il y avait une petite chaîne de production, mais qui subvenait aux besoins français. C'est une très bonne question. Et en fait, alors, je vais être un peu long, parce que c'est les sujets qui presque m'intéressent le plus, étant donné que je suis journaliste social. Il y a un double impact. L'impact sur la ligne de production pure, c'est-à-dire sur les personnes qui fabriquaient Sophie, qui étaient très largement des femmes. En fait, elles ont été embauchées souvent dans les années 80, voire 90. Et en fait, à partir de 2010, elles commencent à être âgées et à partir en retraite progressivement. Donc, celles qui partent en retraite ne sont pas remplacées. Et celles qui partent pas en retraite, en fait, sont mises à l'empaquetage. C'est-à-dire que c'est elles qui emballent les Sophie, qui font tout ce qui est manutention, etc. Ça, c'est sur le volet purement ligne de production. Et après, en fait, à Vully et à Rumi, il y a aussi toute une partie bureau, c'est-à-dire marketing, RH, communication, export, gestion qualité, etc. Et il y a une grosse dégradation des conditions de travail
qu'on date à peu près à partir de 2023, notamment du fait de la reprise en main de l'entreprise par le PDG actuel. Enfin, non pas qu'il n'était pas PDG à l'époque, mais qu'avant il laissait un peu son directeur général faire sa tambouille, et là il juge que les profits sont pas assez importants, il reprend un peu la main, et du coup là il y a eu beaucoup de départs, beaucoup de licenciements, notamment pour inaptitude. Donc, un licenciement pour inaptitude, c'est quand la médecine du travail atteste que tu es inapte, ça met en danger ta santé. Tout à fait. Donc, c'est des gens souvent qui sont en arrêt maladie long et qui ont un rendez-vous à la médecine du travail, pas un premier, mais et la médecine du travail dit que c'est totalement impossible pour ta santé de reprendre le boulot. Et donc, c'est ce qui est arrivé à plusieurs personnes. Et en fait, c'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'on a réussi à faire cette enquête. C'est parce que c'est ce que je raconte un peu à la fin de l'article. Mais c'est que les langues ont commencé à se délier aussi parce que les conditions de travail au sein de l'entreprise devenaient de plus en plus dures et de plus en plus compliquées. Et qu'en fait, tenir ce mensonge devenait impossible. C'est-à-dire que quand on se sent bien dans l'entreprise, qu'on est heureux d'aller au boulot, mentir, c'est peut-être désagréable, mais on s'y tient. Mais quand ça devient un enfer d'aller au boulot, forcément, les gens commencent à parler et à dénoncer ce qu'ils voient et ce qu'ils vivent, quoi. Au final, en interne, c'est un peu un secret de polichinelle. Il n'y a pas de communication officielle. Non, aucune communication. C'est-à-dire que les gens se doutent, mais les gens se doutent. Ça dépend des services. Il y a des services qui sont directement en lien avec la production et du coup qui savent très bien, mais d'autres personnes, par exemple sur le service communication ou le service marketing, on leur demande de vendre un produit made in France. Après, forcément, ça se remarque. C'est-à-dire que on explique qu'on vend un produit à hauteur de plusieurs millions d'exemplaires par an, et on voit une ligne de production quasiment à l'arrêt tous les jours, rien ou presque qui en sort. Donc bon, ça c'est quand même assez clair que voilà, ça paraît peu crédible, quoi. Sur la souffrance au travail, là je vous ai surligné un passage de ton article. Le climat se tend, plusieurs départs ne sont pas remplacés et au retour des congés d'été de 2023, le CSE émet un droit d'alerte pour atteinte à la santé et à la sécurité de plusieurs salariés. Cela met hors de lui Alain Thirion, donc le PDG. Tout à fait. Qui décide alors du jour au lendemain de changer les conditions de travail des services administratifs, notamment au niveau des horaires et du télétravail. Les procès-verbaux des CSE suivant cette décision témoignent d'un climat social délétère. La direction laisse le CSE reprendre sa litanie remplie de sottises. Le CSE est offusqué par ces termes. M. Thirion réitère et affirme que le CSE ne dit que des sottises. On voit que bonne ambiance, climat social au top. Oui, et ce qui est, enfin, peut-être pour les gens qui nous regardent, mais les PV de CSE en général, c'est comment dire ça, c'est policé. C'est très lissé, voilà, c'est très policé. C'est relu par les deux parties, par les salariés, mais aussi par la direction. Et donc, s'il y a écrit ça dans un PV de CSE, c'est que le ton devait être particulièrement, c'est-à-dire que pour en voir beaucoup des PV de CSE, je peux vous dire que c'est pas, voilà, ça montre quand même que la tension est particulièrement palpable, quoi. Ouais. Ça me donne envie de parler du village Potemkin de Rumilly, parce que donc, ces lignes de production, malgré tout, elles sont toujours présentes, même s'il n'y a plus personne qui travaille dessus. Pourquoi ne pas juste avoir vendu les machines et avoir... ça continue à être utilisé, du coup? Bah non, ça continue pas, c'est-à-dire qu'elles étaient à l'arrêt. Et ça, c'est vraiment, enfin, c'était pas du tout l'information la plus importante du papier, mais c'est quelque chose qui est énormément revenu dans les témoignages, qui est cette idée en fait, sur le fait d'avoir créé ce mensonge, de l'avoir entretenu, et du coup, qu'en fait, que c'est quelque chose d'extrêmement délibéré, et le fait, en fait, de pas avoir fermé cette ligne de production, donc, comme tu dis, de pas avoir vendu de machines ou ce genre de choses, c'était pour garder une sorte de vitrine, de démonstration, et j'ai eu plein de récits très différents, avec des dates différentes, de personnes qui me disaient quand il y avait des journalistes, on refaisait tourner la ligne, quand il y avait des contrôles de telle ou telle administration, on faisait tourner la ligne, quand il y avait c'est fou, j'ai un témoignage de quelqu'un qui me raconte que les contrôleurs de qualité chinois, pour l'export en Chine, non pas pour la production en Chine, pour le fait de vendre Sophie la girafe en Chine, viennent en France pour contrôler Sophie, et qu'à ce moment-là, on leur sort en gros quelques girafes produites en France pour après leur exporter pour pas leur exporter, pour leur revendre des Sophies qui en fait sont produites en Chine. Donc voilà, donc c'était vraiment
Comment dire ça? Oui, ça doit être vraiment ubuesque pour les personnes qui bossent là et qui voient d'un seul coup la chaîne de production se réanimer. Bah, c'est ça. Et donc, et même pour les personnes qui, du coup, oui, travaillent. Enfin, du coup, font autre chose. Et un jour, on Oui, leur on dit. va aller les chercher pour leur dire. Bah oui, je pense que tu peux, ouais. en gros, refaire quelques Sophie, montrer que tu sais toujours faire, alors que. Et ça, c'est une des seules informations de l'article qui se base que sur des témoignages. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de documents. En même temps, je pense qu'il n'y a strictement aucun document qui prouve ça. Mais on a pu le raconter parce qu'on a des témoignages corroborants très nombreux qui nous racontent tous la même chose. Et donc on a jugé que l'information était fiable parce que c'est des personnes très différentes, d'anciennes de l'entreprise, qui sont encore dans l'entreprise. Et donc on a pu écrire cette information. Oui, Thomas 80, c'est vrai qu'on est parti du principe que tout le monde est au même niveau d'info sur le CSE. Avant, il y avait plusieurs instances qui ont été fusionnées lors d'une ordonnance, lors des lois Macron. L'ordonnance Macron en 2017, ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, il y avait les délégués du personnel, il y avait le comité d'entreprise et il y avait le comité d'hygiène de sécurité des conditions de travail. Ça a été fusionné dans l'instance CSE et en effet, on peut dire que ça affaiblit la voix des salariés. Bah, ça, pour le coup, ça affaiblit très clairement la voix des salariés alors, pareil, ça, je peux en parler aussi parce que ce soir, vous êtes c'est mes sujets. comblé parce que moi, je suis délégué syndical, du coup, là, voilà. C'est bon. Mais donc, ça affaiblit la voix des salariés parce qu'en fait, les délégués du personnel et les délégués syndicaux ont des mandats qui sont beaucoup plus importants sur des thématiques beaucoup plus larges. Et donc, ça leur demande un boulot beaucoup plus important. Pour vous donner un petit peu un chiffre, depuis 2017, le nombre de mandats a diminué de 14%, alors que le nombre de salariés a bien augmenté. Alors, j'ai pas le chiffre exact, mais au moins de centaines de milliers, je crois, même plutôt de 1 ou 2 millions de personnes. Et donc, ça veut dire qu'en fait, les représentants du personnel et les délégués syndicaux ont beaucoup plus de travail pour beaucoup plus de salariés. Et donc, forcément, ça affaiblit à la fois la proximité du terrain et aussi la représentation des salariés. Phil Wood demande, c'est vrai que c'est une bonne question. Aucun inspecteur du travail n'a été capable de se rendre sur place et se rendre compte que les moyens humains et matériels pour produire autant ne matchaient pas avec les chiffres d'affaires. C'est une vraie question. Il faut rappeler peut-être que les inspecteurs du travail ne sont pas très nombreux. Non, déjà, ils sont pas très nombreux. En plus, c'est pas leur rôle. C'est-à-dire que le rôle d'un inspecteur ou d'une inspectrice du travail, c'est de contrôler le bien-être des salariés. Enfin, le bien-être. Pas le bien-être, le respect du droit du travail. Pardon. Le respect du droit du travail dans l'entreprise. Et en l'occurrence, l'enjeu n'est pas là. Pour moi, ce qui pose question, c'est plutôt d'autres administrations qui sont en charge, que ce soit les douanes ou la DGCCRF, donc c'est-à-dire la répression des fraudes. Pourquoi aujourd'hui il y a une enquête de la DGCCRF qui est toujours en cours, mais pourquoi ça arrive si tard? Nous on a récupéré des alertes qui datent de 2020. Pourquoi ça n'a pas été suivi d'enquête? J'avoue qu'on n'a pas de réponse là-dessus. On a contacté évidemment la DGCCRF qui a refusé de répondre, arguant qu'une enquête était en cours et se réfugiant derrière le secret de l'enquête. Mais donc voilà. Donc je peux pas trop répondre à ça. L'ADRA qui demande est-ce qu'un inspecteur de la direction régionale de l'environnement et de l'aménagement et du logement aurait été compétent Pas à ma connaissance. Okay. Je prends la question de Floki. Je crois que c'était... Attends, peut-être... est-ce que c'était Non, c'était Lully, pardon, Lully 37. Est-ce que c'était une démarche qui a été faite sciemment pour réduire les effectifs en France comme d'autres entreprises type Orange l'ont fait, ou ça c'est un truc d'opportunité Non, moi je le lis pas du tout comme une question... Enfin, en tout cas, quand on me le raconte et comme on l'explique, est-ce que raconte les documents qu'on a obtenus, c'est pas forcément pour réduire les effectifs. C'est vraiment pour maximiser la production à moindre coût, en l'occurrence. Et surtout, en fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est que Julie a quand même toujours essayé de garder une production en France, c'est-à-dire qu'à partir de 2016, il tente de créer une nouvelle usine à Saint-Nabord dans les Vosges, avec une ligne de production plus automatisée, beaucoup plus rapide, qui permettrait de massifier. Ils mettent beaucoup d'argent là-dedans, plusieurs millions d'euros, sauf qu'il y a un problème, c'est qu'ils n'arrivent pas du tout à développer leur machine. Et que du coup, cette ligne de production n'a jamais réussi à produire Sophie. Donc, du coup, la délocalisation en Chine s'est massifiée et est devenue l'intégralité de la production. Mais moi, je le lis
pas du tout comme une volonté de réduire les effectifs. Je le lis beaucoup plus comme une volonté de réduire le coût de production. Mais du coup, réduire le coût de production aussi parce que les normes sont bien moins importantes là-bas, que ce soit en droit du travail, que ce soit en nombre d'heures travaillées, que ce soit en paiement des salariés. Mais en fait, il n'y a pas eu de réduction d'effectifs dans le sens où le fait que Sophie se développe, ça a aussi créé des emplois sur la communication, sur le marketing, sur l'export, sur la gestion de la qualité qui ont existé malgré tout, quoi. Il y a lui qui demande alors c'est plutôt des pieds nickelés pour que avec une usine qui ne marche pas Ça c'est toujours la même question dans l'industrie française aujourd'hui. Mon collègue de mon service, Mathias Thépeau, qui a réalisé une super enquête sur Insect, raconte aussi bien cela. C'est comment parfois des entrepreneurs industriels cherchent à faire de l'industrie avec des usines qui fonctionnent pas ou avec des procédés qui ne fonctionnent pas et qui mettent des millions et des millions d'euros là-dedans. Le papier date un peu, je pense. Tu viens d'à peu près quand je dirais début de l'année. Je vais scroller pendant que tu... Et donc, oui, c'est sûr que ça pose des questions sur pourquoi on investit plusieurs millions d'euros dans une usine qui ne fonctionne pas. Et bon, ça... Host nous fait son enquête. Je suis en train de Wayback Machine, leur site, et j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais indiqué clairement l'origine du jouet. En tout cas, sur les 2-3 dernières années de Vrai Savoyard. Ce à quoi Blabla Cosmic répond, c'est que leur communication a toujours été hyper ambiguë, du genre né à Paris en 61. Alors ça, je peux répondre. Parce que, moi aussi, je suis allé sur Wayback Machine, évidemment, en faisant cette enquête. Et c'est vrai que sur le site, en 2023, on retrouve pas l'origine. Malgré tout, je sais pas si c'est encore le cas, je suis pas allé vérifier là avant l'émission, mais sur tous les sites qui vendaient de e-commerce, en gros, la mention Made in France était encore présente vraiment il y a quelques semaines. Et en fait, sur les boîtes, il y avait encore marqué Made in France pour au moins 2 gammes de Sophie jusqu'en 2025, lors du contrôle de la DGCCRF. Quand la DGCCRF arrive à Vully, il se rend compte qu'en fait, les boîtes, il y a encore marqué Made in France, et c'est là, du coup, on va vers le né à Paris. C'est qu'en fait, c'est à ce moment-là, au moment du contrôle de la DGCCRF, que le patron change l'appellation, ce qu'il y a écrit sur la boîte, et du coup, on passe de Made in France à né à Paris, qui est du coup encore un peu ambigu. Et d'ailleurs, nous, on a réussi à avoir des documents internes au sein de la répression des fraudes, où ils analysent ce changement né à Paris, et ils disent que malgré tout, même en écrivant né à Paris, avec toutes les mentions qui rappellent la France, c'est-à-dire qu'il y a la Tour Eiffel, il y a parfois le drapeau, pas sur toutes les boîtes, mais parfois il y a le drapeau, mais il y a la Tour Eiffel, né à Paris, Sophie la girafe écrit en français, et en fait toute cette accumulation de symboles pouvait malgré tout rester une pratique commerciale trompeuse vis-à-vis du consommateur. Après, pour le coup, ça c'est à eux de juger. Nous, ce qu'on peut dire de manière affirmée, c'est que jusqu'en 2025, des Sophie produites en Chine étaient emballées dans des paquets avec écrit Made in France. Et je remonte un petit peu dans les questions. Ostpolitique continue l'enquête. Ils ont supprimé une vidéo de la FAQ qui montrait la fabrication de la girafe dans un atelier, pas en Chine, mais sans la mention de Made in France. Je suis en train un petit peu de scroller, et en effet, on dirait que le mot a été passé pour enlever la mention Made in France un peu en catastrophe. Il y avait... alors, pour revenir sur comment ça s'est passé donc dans l'entreprise, je vous le disais, cet extrait un peu violent d'un PV de CSE. Il y a une question sur les syndicats de la boîte, comment ils se sont positionnés. Est-ce qu'il y a eu des actions syndicales ou à ma connaissance, il n'y a pas de syndicat dans l'entreprise. Donc les élus pêcheurs, ils se sont un peu fait maltraiter en CSE, c'est tout. Oui, et en l'occurrence, les élus, c'est notamment eux qui ont été licenciés pour inaptitude. Ouais. Et puisqu'on parle de conditions de travail, quand tu as eu des informations sur ces sous-traitants en Chine, quid des conditions des personnes qui fabriquent Sophie Ça a été évidemment une question qu'on s'est posée. Évidemment, ça a été très compliqué parce que pour le coup, on n'a pas de contact d'employés en Chine qui produisent Sophie.
Malgré tout, on l'évoque quand même dans l'article parce qu'on a obtenu beaucoup de photos et on voit que sur les photos, il y a plein de processus de fabrication qui interrogent sur les protections apportées aux salariés. Genre, la dame, elle n'a pas de gants, elle n'a pas de lunettes, rien. Elle est sur une table avec de tréteaux, quoi. Ouais, voilà. Là, elle n'a rien. Et encore, là, je crois qu'elle fait juste les yeux, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais il y a plein d'autres tâches, notamment avec une sorte de disqueuse. Enfin, c'est pas vraiment une disqueuse, mais un truc qui tourne, qui permet de polir Sophie pour qu'elle soit bien arrondie. Donc, très vite, ça, on voit que les salariés n'ont pas de gants. Voilà, il y a plein de choses qui interrogent sur la manière dont les gens travaillaient. Et quand on sait que c'est... En gros, le coût de production en France était entre 5 et 7 fois plus important qu'en Chine, bah, ça donne bien une indication sur le salaire des personnes qui travaillent dans l'atelier, quoi. C'est aussi un autre volet très intéressant de ton enquête, une question de The 25 BAM. Est-ce qu'ils ont eu de l'argent public Oui. Pour la construction de l'usine ou en subvention, parce que Made in France... Sur la construction de l'usine, honnêtement, je sais pas. Je dirais plutôt que non, étant donné que la BPI m'a confirmé qu'une seule aide publique a été versée à l'entreprise. Et cette aide publique, attention, accrochez-vous, était pour aider Vully à s'exporter en Chine. Ah, mais incroyable. donc c'est-à-dire que oui, la BPI, donc c'est-à-dire la Banque publique d'investissement, donc c'est-à-dire la banque publique qui finance des projets et le monde industriel et les startups, etc., sur lesquels aussi Mediapart a énormément écrit. Cette banque, du coup, a financé une aide pour que Vully s'exporte sur le marché chinois. Ouais, voilà, belle ironie, c'est des petits rigolos. Oui, hein, c'est vrai que c'est assez ironique. C'est un grand chelem de tout ce qui pourrait ne pas faire les aides publiques, les idiots utiles du capitalisme super. Est-ce que, ça c'est une question qui revient pas mal depuis que est-ce qu'il va y avoir des impacts à l'étranger et ou en France par rapport à cette tromperie? Bah ça c'est... Enfin oui, évidemment, il y a en fait les impacts qui se mesurent, je pense, déjà. Je pense avec toute la reprise médiatique, je pense que les ventes ont baissé et en vrai c'est une question qu'on n'a pas du tout pris à la légère chez nous, dans le sens où potentiellement, étant donné que c'est le produit phare qui constitue une très grosse partie du chiffre d'affaires de Vully, entre guillemets, ça peut faire très très mal à l'entreprise et donc par ricochet aux salariés. Et en termes de sanctions. Et en termes de sanctions, bah alors pour le coup, ça dépend vraiment de ce que décide la répression des fraudes. S'ils décident de poursuivre Vully pour pratique commerciale trompeuse, l'amende peut aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires. Donc ça représente à peu près pour Vully entre 2 et 3 millions d'euros, donc ce qui est énorme pour une entreprise qui réalise en gros entre 25 et 30 millions de chiffre d'affaires selon les années. Mais donc du coup ça peut vraiment, ça peut avoir des conséquences drastiques pour l'entreprise, quoi. Ils ont touché cette aide de la BPI, il y a pas le mardi qui demande est-ce qu'ils ont vendu des girafes en Chine. Ça n'a pas du tout marché. En fait, ils ont essayé une première fois, ça n'a pas du tout marché. Ils ont obtenu l'aide de la BPI, ils sont allés une deuxième fois, du coup on est en 2020-2021. À un moment où Vully se porte très très bien, c'est les années avec le Covid où ils font leur meilleur chiffre d'affaires, ils ont une croissance de plus de 7%, etc. Mais en Chine, ça prend pas parce qu'ils veulent vraiment le vendre comme un produit de luxe. En fait, c'est ce qu'ils appellent, ils disent, c'est du luxe accessible, c'est comme ça qu'ils disent. Et en Chine, ça prend très peu. Donc non, je crois que ça a été un peu un flop, cette histoire. Oui, tu cites en fait Eric Rossi en 2021 qui dit c'est du luxe accessible. Interrogé sur sa marge, il est lu de la marge ne peut pas se mesurer à l'unité, c'est le savoir-faire qui a récompensé la maîtrise de l'outil technologique. Donc vendre cette image d'un produit fait soigneusement en France dans des conditions qui respectent le droit du travail, comme le dit les remarques dans le chat, ça ressemble à d'autres stratégies marketing pour un petit peu noyer le poisson sur la provenance réelle de ce que tu achètes. Lubana dit par exemple les couteaux Laguiole qui en effet inondent le marché et tu te dis que c'est pas possible qu'ils soient tous fabriqués sur place.
Mais après, attention, c'est le but aussi, ce qu'on vous explique, c'est pas de diaboliser genre la Chine ou un savoir-faire. Il y a des savoir-faire, mais là, l'idée, ce n'est pas utiliser un savoir-faire spécial, c'est de faire pour moins cher. Non, mais oui, déjà, c'est pas d'utiliser un savoir-faire spécial, et c'est surtout de tromper, c'est-à-dire de jouer sur quelque chose où les gens ont envie d'acheter. C'est quand même quelque chose qu'on ressent de plus en plus, des personnes qui veulent acheter local, qui veulent valoriser une production. Et là, en l'occurrence, il y a un mensonge très clair, quoi. Donc, je pense que c'est aussi ça qui est important, beaucoup plus qu'une question de compétences chinoises ou d'incompétences chinoises. Enfin, pour moi, c'est pas le sujet. Tout à fait. Je vous remets d'ailleurs les photos dont tu parlais aussi, avec l'espèce de disqueuse, c'était ça. C'est pas celle-là, non, c'était pas malheureusement. celle-là, mais je suis pas sûr qu'on l'a publiée, parce que pour le coup, des photos des ateliers en Chine, j'en ai, je crois, à peu près 450. Donc, voilà. Oui, donc il y avait vraiment un raz-de-marée. Ouais, on a reçu. Ça, c'est marrant, c'est aussi comment une enquête se construit. C'est-à-dire que on a lancé beaucoup de pistes. J'ai lancé beaucoup de pistes. J'ai discuté avec pas mal de personnes. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que les photos sont arrivées de manière anonyme dans ma boîte mail au début. C'est-à-dire que j'ai juste reçu 2 photos d'une adresse mail anonyme qui me disait: je sais que vous enquêtez là-dessus. Voilà. Et du coup, évidemment, il faut vérifier ces documents. Et du coup, on a pris contact avec cette personne. On l'a eu à plusieurs reprises au téléphone. Elle a pu nous attester de son identité, qu'elle connaissait, etc. Et en fait, il s'est avéré qu'elle avait plus que 2 photos en sa possession et qu'elle en avait des centaines. Et du coup, elle nous a envoyé tout ça. Et on a réussi à se faire en plus confirmer et vérifier ces photos en nous faisant envoyer d'autres photos par une autre source, toujours au sein de Julie, qui permettait de montrer que c'était bien les mêmes ateliers aux mêmes endroits, parce que je sais pas si vous savez, mais sur les photos, en regardant les métadonnées, on a des localisations GPS. Donc, voilà, on a pu vérifier tout ça. Est-ce que c'est la région gérée par Vauquier, me demande Thomas 80, le Vauquistan? Écoute, selon Super Phoenix, voilà. Oui. Merci Super Phoenix. À mes compétences en géographie, oui, j'aurais dit oui, parce que Auvergne-Rhône-Alpes, a priori, ça me paraît cohérent. Luvana, oui, bien sûr. J'ai précisé, parce que comme il y a aussi des gens qui vont regarder cette émission en replay, c'était bien de clarifier ce point, que c'était pas du tout un truc anti-Chine ou quoi. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. On remonte un petit peu, il y a eu beaucoup de messages. C'est ce qu'on disait, ça touche tout le monde. Il y avait des questions aussi sur la loi française. Qu'est-ce qu'elle permet? Donc on peut dire créer à, né à. Les contours. Les contours sont c'est toujours la même chose. Et d'ailleurs, tout le monde adore jouer avec les contours de la loi. Mais en l'occurrence, sur le Made in France, je l'ai déjà dit, je le redis, c'est très clair. C'est soit c'est produit en France intégralement, soit ça a été transformé. Enfin, le produit a été à la fin transformé de manière substantielle en France. Malgré tout, voilà. Il faut savoir qu'est-ce que veut dire exactement cette notion. Je sais plus exactement, mais le site du gouvernement, du service public.fr précise un peu mieux ce que veut dire transformer de manière substantielle. Mais voilà. Et sur la question de né en France, pas né en France, ou né à Paris ou made in France, la question c'est vraiment le fait de tromper le consommateur. Et est-ce que le consommateur peut, en étant entre guillemets de bonne foi, se faire avoir? Et donc on va sur Sophie, la DGCCRF, en tout cas, non. Là, je prends des pincettes parce que c'est pas le procès verbal. Donc, c'est-à-dire que c'est plutôt des mails internes d'analyse, en gros, de la situation. Donc, c'est-à-dire que la répression des fraudes n'a pas retenu à ce stade la pratique commerciale trompeuse comme délit potentiel. Mais elle juge que, en fait, le fait que Sophie, elle ait un jour été produite en France, qu'elle avait été vendue comme Made in France, que maintenant, il y ait la Tour Eiffel, il y ait marqué né à Paris, etc., était, entre guillemets, un faisceau de symboles et de symboliques qui était trompeur parce qu'il pouvait décemment faire croire aux consommateurs qu'elle était toujours produite en France. Il y avait une remarque un peu plus haut dans le chat, je crois que c'est Mémoire Léon, où il aurait suffi finalement de peindre les yeux ou de peindre des taches peut-être en France, et il y aurait eu au moins une étape qui n'est pas juste la mise en carton, quoi. Ou peindre les taches, tu vois. Oui, je sais, mais honnêtement, je suis même pas sûr que peindre les taches, ça serait passé. Il faudrait retrouver les 4
les 4. Là, du coup, je suis sur le site de la douane.gouv.fr. La mention Made in France ne signifie pas que toutes les étapes de fabrication d'un produit ont été réalisées en France, mais qu'au moins une partie significative de la fabrication du produit l'a été. Donc, le produit doit tirer une part significative de sa valeur d'une ou plusieurs étapes de fabrication localisées en France et avoir subi sa dernière transformation substantielle en France. C'est assez flou. C'est assez flou, mais tirer une part significative de sa valeur, voilà, ça veut rien dire. Mais à la limite, on aurait pu en discuter si Sophie avait été finalement peinte, parce qu'on peut se dire que Sophie, ce qui fait son, entre guillemets, son charme, c'est ses taches, ses joues, ses yeux. Mais en l'occurrence, c'était pas le cas. Donc, le sujet n'existe pas. Mais on va comparer toutes les entreprises The 25 Bum qui nous parlent du slip français. Ils assemblent tout en France. Il y a d'autres problèmes, mais peut-être qu'en effet, ça assemble énormément en France. Est-ce que le carton d'emballage est fabriqué en France? Question de Thomas 80. Je n'ai absolument pas la réponse. Mais je pense que ça ne joue pas de toute façon dans. J'ose espérer quand même, mais honnêtement, je ne sais pas. Est-ce que les dirigeants vont être poursuivis? Tout à fait. Enfin, tout à fait. Non, je m'emballe. Pas tout à fait dans le sens où, pour l'instant, il n'y a pas de poursuite. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une enquête en cours et que l'enquête va conclure sur quelque chose et va demander au parquet de poursuivre ou non. Ce que je voulais dire en disant tout à fait, c'est que si, ce qui est probable, la répression des fraudes décide de poursuivre, évidemment que l'entreprise est poursuivie en tant que personne morale, mais que le dirigeant qui est considéré comme étant la personne physique en charge de la personne morale sera aussi poursuivi, en l'occurrence pour pratique commerciale trompeuse. Si je dis pas de bêtises, la personne physique, donc en l'occurrence la personne qui est en charge de l'entreprise, peut encourir jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Tout à l'heure, tu citais l'acronyme DGCCRF, donc la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. On a une question de Terence. Est-ce qu'ils ont des moyens humains et techniques pour contrôler? Tu sais combien de signalements à peu près ils doivent traiter? Est-ce qu'ils sont submergés en fait? C'est une très bonne question, mais je ne sais pas du tout. Okay. N'hésitez pas s'il y a d'autres personnes qui ont les réponses. Luli37, personne dans le chat ne peut poster de liens, il faut me les chuchoter et je les posterai en retour. Y a-t-il des raisons qui pourraient faire que les dirigeants ne soient pas poursuivis? Là, ça commence à être un peu brutal quand même. Honnêtement, oui, c'est ça. C'est-à-dire que, à moins que... Enfin, honnêtement, moi, j'ai du mal à en voir. C'est-à-dire qu'en plus, ce qui est assez... Mais peut-être qu'on va y revenir sur la manière dont l'entreprise a réagi, et notamment le PDG. Mais le PDG, à la suite de la publication de notre enquête, a quand même reconnu les faits. Donc, c'est-à-dire qu'il a reconnu le fait que Sophie était intégralement produite en Chine. Donc, j'ai du mal à voir que non, mais après... Est-ce qu'il y a une levée de bouclier pour défendre l'emploi dans la région Peut-être, alors, mais à la limite, ça peut être sur le fait de trouver un accord à l'amiable pour pas que l'amende soit trop haute, tout ce genre de choses, mais il y aura quand même une poursuite. C'est-à-dire que ne pas être poursuivi, ça voudrait dire que il n'y a pas que l'enquête juge qu'il n'y a pas lieu d'entamer des poursuites. Honnêtement, ça m'étonnerait. Ce qui est intéressant dans ton enquête, c'est de voir aussi les réactions du PDG, puisque dans chaque enquête, il y a un contradictoire. Est-ce que tu peux nous en parler? Tout à fait. Je peux vous en parler. Alors en fait, ce qui est intéressant pour remettre dans le contexte, c'est que tout au long de l'enquête, on me parle beaucoup de ce Alain Thirion, et qui est une personne qui est assez âgée, il a plus de 80 ans, et on me raconte quelqu'un de très... comment dire ça de manière polie, qui est très agressif, qui est très virulent. Voilà, on me dit c'est un peu le Bernard Tapie des Vosges, le Donald Trump des Vosges. Ah oui. Voilà, c'est ce genre de comparaison qu'on donne systématiquement pour parler de lui. Donc voilà, je sais que je vais avoir affaire à un personnage qui peut être compliqué dans le contradictoire. Donc c'est-à-dire que le contradictoire, c'est une fois qu'on a récolté toutes les informations, on donne aux gens qu'on met en cause dans notre travail de pouvoir donner leur explication et leur version des faits. Et en l'occurrence, pendant 2 semaines, j'ai relancé Monsieur Thirion à de nombreuses reprises. Il ne m'a pas répondu au début. Et à 2 jours de la publication, je lui renvoie un 3e ou 4e mail, je sais plus, en lui disant voilà, l'enquête va paraître, ça serait quand même dommage que l'entreprise ne puisse pas du tout donner sa version des faits.
Il me répond juste qu'il n'est pas à mes ordres et que menace même, ouais. Ouais, bien sûr. Ça, c'est assez classique, mais il dit « Je ne suis pas à vos ordres, je ne répondrai pas à vos questions qui se relèvent de la fake news et du mensonge. Et évidemment, je vous poursuivrai. » Ou, je sais plus c'est quoi la formulation exacte, mais vous et votre journal en deviendrez responsable. Évidemment, je saurai donner les suites qui conviennent à ces préjudices. Voilà, c'est mieux dit. mais du coup, il nous répond ça. donc voilà, forcément, on prend pas ça à la légère. Donc même une fois qu'il répond ça, moi, je reprends tout ce que j'ai écrit pour vérifier que tout est bien sourcé. Mais et quand on publie, ce qui est assez drôle, je sais pas si c'est drôle, mais c'est que dès qu'on publie et dès que ça commence à être repris, en fait, il change totalement de version, totalement de ton. Alors évidemment pas dans nos colonnes, mais comme d'habitude. T'auras plus de nouvelles de sa part, à part ce message-là. Non, moi j'ai jamais eu d'autres nouvelles à ce stade. Pour l'instant, il ne nous a pas attaqué. Libre à lui de le faire s'il le souhaite. Mais du coup, voilà, il réagit auprès de l'AFP et il dit que oui, il fait fabriquer ces girafes nues en Chine. Alors, nues étant pas dans le carton, a priori. Bref, toute sa réaction est très floue et très, très paradoxale. Parce mais elles sont toutes terminées en France. Voilà. Oui. Terminé, c'est empaqueté. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est une vision minimaliste de la terminaison de la girafe, quoi. Sacré revirement en 4 jours. Ah bah oui. Et ça, c'est quand même... et honnêtement, voilà, c'est-à-dire qu'il reconnaît les faits. Donc, à partir de là, on sait qu'on a fait du bon boulot. On le savait avant, mais ça rassure aussi, quoi, quand même. On parlait d'éventuelles poursuites, donc comme tu disais, de condamnation. Il y a Thomas 80 qui disait est-ce qu'il y aura un volet de réparation pour les salariés, ex-salariés. On pense aux personnes qui ont leur emploi déclaré inapte. Il y a des procédures au prud'homme en cours. Pour le coup, il y a plusieurs procédures prud'homales. Moi, j'en connais au moins 3 qui sont en cours, peut-être plus. Donc voilà, ça c'est au Conseil des prud'hommes de juger ces affaires-là, qui sont d'ailleurs pas toutes les mêmes, etc. Il y a un élément qu'on a oublié d'aborder et que je trouvais assez drôle aussi, c'est quand il y a un des sous-traitants chinois qui s'inquiète de cette manœuvre et qui essaye de mettre en garde l'entreprise. Oui, tout à fait. Ça, du coup, c'est le deuxième papier où justement, je sais plus ce qu'il dit exactement à l'AFP, à l'Intérion. Voilà, il dit si on nous le demandait, donc c'est-à-dire est-ce que Sophie est produite en Chine, on le disait. Et donc moi, ça m'a quand même extrêmement étonné parce que, comme je vous le raconte depuis tout à l'heure, c'est que c'était une stratégie un peu délibérée de l'entreprise de masquer ça. Et donc j'ai sorti ce document qu'on avait depuis le début, mais que le premier article était déjà assez long comme ça. Et en fait, du coup, c'est vraiment un compte-rendu de réunion du sous-traitant chinois qui, en 2018, dit à Vully, qui, du coup, notamment le nouveau le nouveau directeur général qui vient rendre visite dans les locaux, dans les ateliers chinois, il leur dit il faudrait arrêter de mettre l'accent sur la Made in France parce que ça va nous retomber. Ça va nous retomber sur la tête, surtout à l'ère où je sais plus comment c'est dit exactement, mais des smartphones, d'internet, etc. Il dit si sortait, le coup serait fatal. Voilà, le coup serait fatal. Donc, et ça, c'est en 2018. Donc, c'est-à-dire que pendant 8 ans, ça a continué, même ça s'est massifié, étant donné que à partir de au moins 2023, il n'y a plus aucune girafe produite en France. Oui, c'est fou de se dire que même les personnes, si loin soient-elles, se rendent compte de la manœuvre. Ah bah oui, c'est ça. Et que du coup, c'était clairement, le fait que ce soit un document interne écrit par des collaborateurs de premier plan, entre guillemets, ça montre vraiment que c'est une stratégie, quoi. Et que pour le coup, on peut pas dire l'inverse. Commentaire de Luvana 61, maintenir aussi une fossile de production en France, c'est vraiment des clowns. Je me regarde un petit peu, il y avait une question un peu plus haut, c'est avec sur une icône comme Sophie, il y a un mensonge pareil. Est-ce que c'est le cas pour d'autres entreprises? Forcément. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres marques en France qui utilisent ces méthodes un peu floues? Nées à Paris, designées Auvergne, j'en sais rien. Il y avait une question plus précise que je cherche. S'il y avait vraiment des chiffres sur ce genre de... C'était un peu des chiffres, non. Mensongère. Des chiffres, non. En fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que
En fait, il n'y a pas d'obligation d'écrire l'endroit où c'est fabriqué sur un produit qui est vendu dans l'Union européenne et en France. Donc c'est sûr que le fait de mettre en avant une production made in France, c'est fortement valorisé sur le marché. Donc sans doute que d'autres le font. Il y a eu déjà d'autres affaires. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a aussi reçu d'autres alertes à Mediapart sur d'autres marques. Mais étant donné que voilà, pour l'instant, on n'a pas fait ce travail de vérification, ça reste des rumeurs ou des informations à vérifier. Ce qu'on peut dire quand même malgré tout, sans être totalement fou, c'est que étant donné le fait que c'est un argument commercial et que ça peut être quelque chose qui permet d'être mis en avant sur le marché, c'est pas du tout improbable. Enfin, ça ne serait pas improbable que d'autres entreprises aient eu la même idée. Thomas 80 nous dit il y a beaucoup de labels pour tromper les consommateurs. Aussi. Dans le monde du luxe aussi, on a l'impression que... Oui, tout à fait. Mais c'est pas exactement la même chose dans le sens où dans l'agriculture, c'est des labels qui correspondent comment dire ça, vraiment à des normes très précises sur le Made in France. Mais c'est un peu plus vague, comme on l'a vu tout à l'heure. Et surtout, c'est pas du tout obligatoire d'écrire l'endroit où c'est fabriqué sur le produit. Donc à partir du moment où c'est écrit, ça veut dire que c'est assumé comme pratique de communication, de marketing, etc. Après, c'est sûr que sur la question agricole et sur la question des produits alimentaires, il y a eu tout un tas de labels autres que le bio. Je pense au label HVE, haute valeur environnementale, etc., qui ont été des moyens détournés, en gros, d'éviter, en fait, de mettre des labels soi-disant écolos à des produits qui, en fait, sont moins disants que le bio, quoi. On avait aussi vu des articles sur les gens qui payent pour plutôt qu'avoir sa lettre chaque paquet de nourriture. Le Nutri-Score. Le Nutri-Score, voilà. Que tu pouvais aussi, certaines entreprises payent pour avoir un label qui ressemble énormément, mais en fait qui ne veut pas du tout dire la même chose. Ouais, c'est sûr. Mais donc ça, c'est sûr que de toute manière, sur les packaging, afficher des labels de toutes sortes, ça fait toujours bien. Donc, Et il y a ce parallèle aussi avec le monde du luxe. N'importe quel nom de marque de luxe. Tu as Paris, Milan qui est accolé, alors qu'en effet, peut-être aucun rapport avec le lieu de production, les miels qui sont faits de miel. Zaz ou Pito, je pense que tu arrives un peu tardivement dans le stream parce que tu as répondu à ta question sur d'où est venue l'enquête. Je peux vous remettre le formulaire si vous avez vous-même envie d'envoyer des informations, de contacter la rédaction de Mediapart. On a une boîte contact en bas du site. Scroll, je vais vous l'envoyer. C'est parti, nous contacter. Et donc là, vous avez ce bloc que vous souhaitez contacter la rédaction. Ah ok, mon micro coupe. Désolée si ça ne va pas être encore signalé. Je vais faire plus attention. En plus, je le dis à chaque invité, il faut bien parler en face du micro. Si vous voulez donc contacter la rédaction, envoyez un document. Vous avez un formulaire en ligne et c'est nos collègues à Poitiers du service abonné qui trient ensuite et qui réaiguillent chaque information. Vu sur Amazon à l'instant, les points forts de la société sont les suivants. Une fabrication française, une production réalisée à 60% sur le site de Rumilly, Haute-Savoie. Donc en effet, la supercherie perdure sur certains sites, comme tu l'expliquais. Oui, tout à fait. Après, la question c'est est-ce que... pourquoi cette page est encore en ligne? Honnêtement, je ne sais pas. Il y avait une question un peu plus haut aussi sur est-ce que des associations de consommateurs peuvent engager des poursuites, type UFC Que Choisir, pour tromperie Honnêtement, je sais pas. Ils peuvent se constituer sans doute partie civile. En l'occurrence, ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai été contacté par une avocate, maman, par ailleurs, qui du coup était aussi très très choquée d'avoir. Elle avait acheté une Sophie. Oui, plusieurs Sophie à ses enfants et qui du coup voulait créer un peu une action collective de consommateurs. Moi, ce que je lui ai répondu, c'est qu'en l'occurrence, moi, c'est pas mon travail d'accompagner ce genre de démarche. Nous, on a délivré cette information, on l'a rendue publique. Après, les conséquences, que ça soit d'un point de vue associatif ou d'un point de vue des citoyens ou des citoyennes, on les maîtrise pas. Donc
Donc voilà, je peux pas en dire beaucoup plus. Après, c'est sûr que je pense qu'il peut y avoir des actions judiciaires ou des mobilisations, qu'elles soient collectives ou individuelles, suite à ces révélations. Le I-37, ça répond à ta question sur des leviers pour moraliser les comportements des entreprises et des assos qui peuvent se pourvoir. Peut-être que pour moraliser le comportement des entreprises, c'est encore de ne pas acheter en tant que consommateur. Oui, c'est sûr. Après, je pense qu'il y a plein d'autres choses. Il y a la question du contrôle. Oui, Ouais. mais en tant que oui, pour tu veux dire au niveau gouvernemental. Ouais, au niveau administratif. C'est-à-dire que moi, c'est quand même la grande question de cette enquête, c'est comment une supercherie a pu tenir aussi longtemps sur un produit aussi vendu. Hein, c'est quand même vraiment une question à laquelle j'ai pas de réponse. Mais on a un peu l'impression que quand même tout le monde s'est mis les mains devant les yeux en disant je vois rien quoi. C'est ça qui est difficile à expliquer quand on lit l'enquête, parce qu'au final, ce n'est pas une usine qui fait vivre toute une région, enfin, où on pourrait comprendre une sorte de déni. Non, franchement, c'est une toute petite, non, c'est pas une toute petite entreprise, mais on parle d'une entreprise en France. En tout cas, il y a au maximum une petite centaine de salariés. Donc, voire peut-être aujourd'hui, c'est sûr qu'il y en a moins, mais même déjà à l'époque, il y en avait un peu moins. On parlait tout à l'heure qu'il n'y a pas vraiment d'organisation syndicale forte, voire peut-être qu'il y a des adhérents à des syndicats, mais qu'en tout cas, il n'y a pas de syndicat au sein pendant les CSE. Et donc, du coup, ça montre bien que ça reste une entreprise de taille tout à fait humaine, entre guillemets. D'ailleurs, c'est beaucoup ce que racontaient les salariés. C'est pour ça qu'ils n'ont pas parlé, c'est-à-dire une ambiance familiale, très... voilà, on était tous amis, etc. Donc, on n'est pas sur l'usine qui emploie 10 000 personnes. Non, c'est pas du tout ça l'ambiance. Il y a une remarque plus haut dans le chat. Est-ce que de ton expérience, c'est courant, une usine où il n'y a aucun syndicat à présent? Non, mais parce que quand même on a tendance à travailler sur des grosses usines industrielles et donc dans les gros sites industriels, que ça soit dans le secteur de l'automobile. Je pense par exemple à Michelin là où on bosse un peu là-dessus en ce moment. Mais forcément il y a des syndicats qui sont forts et qui sont historiques aussi. Là forcément ça étonne un peu, mais c'est pas non plus, je sais pas comment dire ça, c'est pas extrêmement choquant. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un monde où oui, voilà, l'ULI 37 dit le taux de syndicalisation reste bas. Oui, on est à peu près 10%, on stagne à 10%. Les organisations syndicales se sont beaucoup félicitées après la réforme des retraites d'avoir gagné de nouveaux adhérents et adhérentes. Il s'avère qu'en fait le panier est un peu percé, quoi. Ils en gagnent mais ils en perdent aussi et qu'on n'a pas eu une vague de syndicalisation en tout cas qui aurait fait monter le taux de syndicalisation très fort, quoi. Très 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 loin de là même. Il nous faut le son syndiquez-vous. Ah bah ça, oui, il faut se syndiquer. Tout à fait. On monte sur le chat, n'hésitez pas si vous... Père Castor, raconte-nous une histoire. Même 2 histoires. Parle peut-être qu'aux plus vieilles personnes dans le chat. Faut que je leur raconte une histoire, c'est ça? Ouais, voire 2 histoires. Voire 2 histoires. Et écoute, c'est un moment qui a été créé par les personnes qui nous suivent, qui ont commencé à réclamer systématiquement aux invités des recocultures. Donc on t'écoute, voire 2 histoires. Alors je commence par quoi? Ce que tu veux. Il y a 3 recos. Ok, oui, j'ai fait 3 recommandations. La première est très personnelle, étant donné que c'est quelqu'un que je connais bien. C'est mon meilleur ami, si vous voulez tout savoir. Qui du coup fait de la musique et a lancé son projet perso tout récemment. C'est un peu c'est de la pop française assez dansante. Moi j'aime beaucoup. Et donc voilà, je profite aussi de ce petit moment pour lui donner de la force et vous dire d'aller écouter, d'aller streamer si ça vous plaît, évidemment, sans aucune obligation. Mais c'est toujours chouette, surtout dans un monde où les plateformes sont reines, tout à fait, ouais. et où du coup essayer d'être écouté, d'être suivi, c'est compliqué. Donc voilà, avoir un peu de visibilité, c'est toujours cool.
Sinon, ensuite, ce n'est plus des amis, c'est des choses que j'adore. C'est le livre, du coup, le roman qui s'appelle 5 dans tes yeux d'Adrien Bels, qui est un livre qui parle de la gentrification. Et si on n'a pas Instagram, alors il est sur Deezer et Spotify. C'est Lucien Léon, donc. Est-ce qu'il a un site? Non, il a pas de site. Il commence. Donc il a. Si vous allez sur Spotify ou sur Deezer, vous tapez et vous avez. Je vais vous envoyer le lien. Vous ne vais pas vous laisser comme ça. Mais s'il y avait eu un site, on aurait mis le site. Et pardon. Du coup, j'étais sur Marseille. J'étais sur Marseille, tout à fait, sur la question de la gentrification. Donc en fait, ça raconte l'histoire d'un jeune trentenaire qui a grandi dans un quartier populaire de Marseille, le Panier, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Ah, du coup, tu n'as pas d'accroche avec le sud. Je me suis demandé où pas du tout. Non. Moi, je suis un parigo. Je suis né à Paris et voilà, vraiment. Voilà. Et du coup, la gentrification, vaste sujet. Et du coup, en fait, là où moi ça me parle beaucoup, c'est du coup, je viens d'un ancien quartier populaire de Paris qui aujourd'hui n'est presque plus populaire, qui s'appelle le Haut-Belleville. Et où à l'époque, et ça va faire le lien avec ma deuxième reco, mais où voilà, il y avait une vraie mixité sociale et qui a été vraiment, c'est-à-dire que tous mes amis ont été exclus du quartier petit à petit, que finalement on est tous plus ou moins partis, et que du coup on a un peu ce côté-là de à la fois encore un endroit qu'on adore et en même temps un endroit où on se reconnaît plus. Et ce livre raconte aussi ça de manière très intime, avec un langage aussi très oralisé que moi j'aime beaucoup, qui me fait aussi un peu penser à ça. Et du coup, il y a une forme d'identification, donc j'aime bien. Et la dernière reco qui du coup fait le lien, étant donné que du coup c'est le film Entre les murs, qui en fait a été tourné dans mon collège. Incroyable ça. Ouais, qui du coup alors il y a marqué que c'est une classe du collège Mozart, mais en l'occurrence le collège s'appelait Françoise Dolto, ou s'appelle toujours Françoise Dolto, et du coup c'était la classe de 4e quand moi j'étais en 6e, avec du coup tous les profs sauf François Bégodeau qui est l'acteur principal, mais sinon tous les autres profs étaient mes profs, et du coup c'est comment dire ça, oui, il y a une forme, j'aime beaucoup ce film parce que ça me rappelle beaucoup du coup tous ces souvenirs un peu d'enfance, de comment c'était. Il y a toute la scène du conseil de discipline qui est une scène très dure mais et en même temps très réaliste, parce que du coup moi j'étais délégué du collège. Déjà presque syndiqué en fait. C'est ça. Et il y avait beaucoup de conseils de discipline. Je crois qu'on en a fait 18 quand j'étais. Et du coup, toute la violence de ces moments-là, avec les familles, avec les élèves. Et voilà, c'est des moments qui sont très forts et qui, je pense, en vrai, tu rigoles sur peut-être la blague sur le côté d'être syndiqué et tout, mais je pense que. Ça sort pas de nulle part. Ça sort pas de nulle part. Tous les schémas mentaux syndicalisme. 8h35 de ce film a donné un petit sentiment de malaise, du genre tout le monde un peu largué. Qu'est-ce que tu veux dire par largué? C'est-à-dire manque de moyens, tu veux dire, peut-être Je sais, peut-être tu veux dire d'un point de vue scolaire. Je sais pas, en tout cas ce que je peux te dire, mais c'est vraiment purement mon expérience, c'est qu'il y avait vraiment ce sentiment-là que en tout cas ça ressemblait. Ça ressemblait vraiment à ce que, en tout cas à mon expérience personnelle là-bas. Et je pense pas que ça soit largué d'un point de vue scolaire, parce que je pense qu'il y a aussi plein de gens qui ont réussi dans ce film. Ils ont perdu les profs dépassés, la violence par l'administration absente. Oui, mais c'était aussi la réalité, c'est-à-dire que il y avait des très bons profs, mais il y avait aussi des profs plus compliqués, parce que quand on est en ZEP, c'est souvent des profs très jeunes qui arrivent, parfois qui sont pas prêts à avoir des classes comme ça, et donc c'est des sujets qui sont très compliqués en l'occurrence. Mais voilà, enfin moi je peux pas dire plus que ça. Enfin moi j'ai quand même perçu quelque chose qui était, qui corroborait mon expérience entre guillemets, et je me souviens aussi que du coup ce film a eu la Palme d'Or. C'est vrai. Et donc du coup tout l'engouement qu'il y avait eu avec toutes les caméras de télé, etc. devant le collège, donc des bons souvenirs. Et oui, quand tu dis Lully dit genre tout le monde doit se débrouiller avec les moyens du bord,
Mais malgré tout, c'est quand même aussi beaucoup comme ça, quoi. Et que ça dépend aussi beaucoup de la volonté individuelle, malheureusement, aussi dans l'éducation nationale, dans des quartiers prioritaires. J'adore Laurent Cantet, ses films. 837 a aimé le film. En plus de bien imiter la girafe, Pierre a l'air sympa, humain. Hyper humain et sympa. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci Pierre. J'espère que tu n'es pas trop Merci. KO parce qu'il y avait vraiment eu, je pense, un record de questions.